Ce balado est propulsé par Caléido, l'épargne-étude qui vous en donne plus. La petite enfance est une étape cruciale de notre développement. On y acquiert d'ailleurs des compétences qui nous suivront toute notre vie. Et dès sa naissance, eh bien, on communique avec notre enfant par le regard, le toucher, les odeurs. Mais comme parents, on a hâte à ses premiers mots, ses premières phrases, afin de communiquer de façon plus claire avec lui. Mais comment réagir lorsque ça ne vient pas au moment où on s'y attend? Quoi faire si notre enfant s'exprime et qu'on est le seul à le comprendre? On le reprend? On laisse faire? Comment on réagit? Eh bien, je pose toutes ces questions à Caroline Gendreau, orthophoniste, et Roxane Larocque, psychologue, afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. J'aimerais savoir, mesdames, pour les parents de tout petits, peut-être un petit peu plus vieux, qui sont âgés déjà de 4 ou 5 ans, qu'est-ce qu'on fait si on a de la difficulté à communiquer par le langage avec notre enfant? Est-ce que c'est normal que ça vienne peut-être un petit peu nous agacer ou nous irriter un peu? Oui, tout à fait. Je peux commencer si je peux me permettre. En fait, à 4 ou 5 ans, l'enfant est supposé être capable de communiquer de façon claire avec ses parents, puis aussi avec des personnes qui sont étrangères, des personnes qui ne font pas nécessairement partie de son cercle proche, parce qu'on sait que les parents sont des bons décodeurs de l'enfant, ils sont capables de bien le comprendre, même s'ils n'ont pas tous les éléments dans le discours, même s'il manque des mots dans les phrases, parce qu'ils connaissent le contexte. Oui, l'enfant est supposé être capable de s'exprimer avec des phrases, au niveau de la clarté aussi des mots. Il est supposé se faire comprendre là, environ 90% par une personne qui est moins familière, donc une personne qui n'est pas avec lui au quotidien. Alors, ça peut être des indices là, si jamais ce n'est pas le cas chez notre enfant. Et comment on peut réagir justement, Roxane, si on voit que notre enfant, ça ne lui vient pas facilement de s'exprimer avec des mots, hein, d'utiliser les phrases, par exemple, pour exprimer ce qu'il vit. Il peut avoir tendance, lorsqu'il est content, à crier, à sauter, ou lorsqu'il est fâché, peut-être à taper ou à mordre. Si ce genre de comportement-là persiste au fil des ans, comment on peut réagir? Bien, je pense que tu le nommais tout à l'heure, il y a beaucoup de façons de communiquer. Donc, l'enfant qui n'a pas de mots va le communiquer autrement. Puis, tu disais que c'est normal aussi des fois que ça nous agace ou que, ben, tu sais, on peut avoir 3 enfants et que les 3 soient extrêmement différents. Et si les 2 premiers ont parlé super tôt, mais que là, le petit troisième n'a pas tant besoin de parler parce qu'il se fait comprendre assez facilement par les autres ou en pointant, ben, ça se peut que ça amène des défis supplémentaires. Il y a aussi des tempéraments d'enfants, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont développer la sphère motrice. Tout ça, il y a beaucoup de choses qui se développent en 0-5 ans. Donc, ça se peut qu'à un moment donné, on ait un enfant pour qui ce soit plus corporel, les réactions, que verbales. Je pense que c'est de voir, ben, de l'inviter à mettre les émotions en mots ou je vois que tu es vraiment content ou je vois que pour que là, les mots viennent. Mais ça se peut aussi qu'il les a tout simplement pas pour l'instant, les mots. Fait qu'il ne faut pas perdre de vue ça non plus pour pas que ça devienne frustrant ou qu'ils reçoivent le message à quelque part qu'il n'est pas correct. Mais justement, le langage, on va parler rapidement à notre enfant. Tu le nommais, Roxane, parfois, lorsque nous avons plusieurs enfants, je le vis à la maison, j'en ai 3, les 2 plus vieux répondent pour le plus jeune ou même la plus vieille répond pour le deuxième. Est-ce qu'on doit, pour notre aîné, mais aussi pour les autres enfants, peut-être stimuler le langage? Si on voit, par exemple, vers l'âge de 2 ans, qu'on n'a pas 2 ou 3 mots qui se suivent, de courtes phrases, est-ce qu'on devrait pousser ou justement, c'est peut-être dans son tempérament, on attend et on regarde? Comment on devrait observer ça? Je pense que ça dépend de l'enfant. Justement, à 2 ans, on devrait avoir des petites phrases de 2, 3 mots. L'enfant est capable de communiquer ses besoins, si évidemment il y a les mots pour le faire. Si jamais il les a pas, c'est de voir est-ce qu'il y a des outils pour communiquer autrement. Est-ce qu'il est capable de pointer? C'est quoi ses façons de communiquer? Parce que c'est ce qu'on veut voir aussi au global, c'est la communication.
Oui, la communication, ça passe par des mots, mais ça passe aussi beaucoup par le non-verbal. Donc, il y a toutes sortes de façons de communiquer. L'enfant peut se faire comprendre de d'autres façons. Puis, ce qui est important, si l'enfant a tendance à communiquer de façon non-verbale, c'est à nous de venir mettre les mots, de lui donner le modèle. Et c'est par la répétition que l'enfant va être capable d'intégrer ces nouveaux mots-là et de les utiliser éventuellement aussi par la suite. Mais comment on agit? Je vous donne un exemple. Le plus jeune ou notre deuxième, peu importe, vient nous voir pour avoir du lait. Il va pointer, par exemple, le réfrigérateur avec son gobelet. En tant que parent, on comprend qu'il veut du lait et l'aîné va venir dire, ou le grand frère, grande sœur, maman, il veut du lait. Est-ce qu'on devrait alors demander à l'autre enfant de ne pas répondre pour son frère, sa sœur? Est-ce qu'on devrait, en lui donnant, peut-être répéter le mot pour simplement favoriser? Quelle serait la bonne situation? Moi, j'adore les choix de réponse. Puis ça nous permet aussi de montrer, de donner le modèle à notre aîné de comment il peut aider son petit frère ou sa petite sœur à mieux communiquer. Donc oui, on sait que l'enfant veut du lait, on le connaît bien, on sait que c'est son heure, mais ça peut être de demander, est-ce que tu veux du lait ou de l'eau? Puis on peut montrer, avoir les deux items dans nos mains. Alors à ce moment-là, si l'enfant n'a pas les mots, il va pouvoir le pointer et ça nous permet de redonner le modèle à nouveau. Ah oui, tu veux du lait? Viens, je vais mettre le lait dans ton gobelet. Le bon lait. Tiens, le lait, tu peux aller le boire avec ta sœur, par exemple. Donc là, je vais nommer le mot lait 5 fois, mine de rien. Alors, l'enfant va avoir ce modèle-là et si jamais il a envie de s'essayer à l'utiliser, bien, j'ai juste de lui donner le modèle. Alors, c'est plus frais dans sa mémoire et il va pouvoir le réutiliser. Puis, s'il ne veut pas l'utiliser tout de suite, c'est correct. Nous, on continue notre stimulation. Puis on vient donner aussi un modèle à notre aîné de comment aider son petit frère ou son petite sœur dans sa communication. Oui, parce que souvent, ils veulent bien faire. Ils font pas ça nécessairement avec une mauvaise volonté, mais en répondant toujours pour l'enfant, inévitablement, ça va pas l'amener lui-même à s'exprimer. Bien, puis je pense que même pour les parents, des fois, on oublie que pour nous aussi, c'est plus simple des fois. C'est-à-dire que des fois, on ne comprend pas trop. Le plus vieux traduit « Ah oui, c'est ça » ou dans la routine du matin ou quand ça va vite. Fait que je pense que de mettre notre attention, si on a des inquiétudes par rapport au langage, de dire ben, « OK, je mets mon attention là-dessus. » Puis comme on vient de dire, ça se glisse bien après dans le quotidien. Mais je pense qu'une prise de conscience de cette dynamique-là, puis de voir « OK, ouais, peut-être que moi aussi, des fois, j'empêche mon enfant de parler, pas consciemment, pas volontairement, mais parce que ça se fait un petit peu tout seul. Oui. Et Caroline, tu le nommais tantôt, souvent en tant que parents, nous sommes les meilleurs pour décoder le langage de nos enfants. Mais lorsqu'on se retrouve en public, un enfant qui est peut-être moins à l'aise pour s'exprimer ou un enfant, par exemple, pour qui la prononciation, ça peut être un défi. Et on se rend compte qu'il nomme quelque chose ou il fait une phrase et l'interlocuteur, la personne ne le comprend pas. Elle le fait répéter, elle ne comprend toujours pas. Est-ce qu'on traduit? Parce que à force de le reprendre, est-ce qu'éventuellement on pourrait miner son estime, sa confiance en lui? Comment on devrait réagir dans ce genre de situation-là? C'est sûr qu'on ne veut pas mettre l'enfant en échec, donc on veut l'aider dans sa communication. Si on est avec un interlocuteur qui ne le comprend pas, alors oui, on dit « Ah, tu veux lui dire que on est allé faire, je ne sais pas moi, du ski hier. » Fait que, tu sais, oui, on vient mettre des mots, on ne laisse pas l'enfant tout seul dans son échec de communication, parce que là, c'est ça qui arrive. Il n'arrive pas à communiquer, il y a un bris dans la communication, puis ça prend quelqu'un pour venir le réparer, puis l'enfant n'a pas les ressources pour le faire. En tant qu'adulte, on les a. On voit que notre interlocuteur ne nous comprend pas, on détecte son non-verbal, on est capable de reformuler autrement, d'expliquer d'une autre façon, mais les enfants ont peu cette ressource-là, surtout en bas âge ou surtout quand ils ont des difficultés langagières. Alors oui, on va l'aider, on met des mots, puis on l'encourage. C'est sûr qu'il y a des choses qu'il a réussi à dire, qu'il a réussi à verbaliser à l'autre personne, donc on le renforce là-dedans. Mais oui, c'est sûr que ça devient délicat chez les enfants qui ont des difficultés de langage parce qu'ils s'en rendent compte aussi bien souvent. Donc, on veut vraiment les encourager là-dedans. Ça peut être de répéter aussi le segment qu'on a compris. Donc, l'enfant a juste à répéter le segment restant. Il n'y a pas à tout reprendre la phrase au complet. C'est moins décourageant là, d'aller reprendre seulement les segments que l'adulte n'a pas compris. Roxane, l'enfant veut voler de ses propres ailes, quitter le nid familial, que ce soit en bas âge vers la garderie, les centres à la petite enfance, éventuellement vers l'école. Le langage, ça demeure quand même un pilier important pour entrer en relation avec les autres. À quel point, justement,
si notre enfant a des difficultés ou si c'est une facilité, ça peut jouer sur sa perception, son estime de lui-même. Ben oui, sur son estime de lui-même puis sur ses capacités sociales aussi, tu sais, mais puis ça a été mentionné tantôt, c'est qu'à un moment donné, ils viennent en âge où ils se rendent compte que c'est plus difficile, où l'idée dans leur tête est très complexe, mais les mots qui sortent reflètent pas leurs pensées. Ça peut devenir frustrant. Je pense que ce qui est important, c'est que ça demeure qu'on priorise le lien puis le bien-être de l'enfant et de pas, des fois, en focusant trop sur, ben là, je veux que tu parles ou je veux, on parlait de le mettre en échec tout à l'heure, ben là, on vient à créer de l'anxiété, on vient à créer du stress, de ben là, parler, ben je parlerai plus, là, parce que quand je parle, c'est bien trop stressant ou on me comprend pas, ou tu sais, là, je verbalise un peu ce qui peut se passer dans leur tête, même si c'est pas consciemment. Puis l'autre chose aussi, c'est que ce qu'on veut pas, c'est qu'il se replie sur lui-même, l'enfant. Et oui, il y a peut-être pas le langage encore, mais il y a des stratégies pour les travailler. Et ce qui est important, c'est qu'il associe pas que lui est pas bon ou est pas bien, même s'il n'arrive pas encore à les exprimer clairement. Alors, de le soutenir là où il est rendu, de lui envoyer le message qu'on travaille ensemble, que c'est pas... parce que des fois, tu sais, on parlait de répétition tout à l'heure, ça se peut qu'on ait à répéter souvent. Ou tu te souviens, j'aimerais que tu me le dises en mots. Mais si on dit, tu te souviens, j'aimerais que tu me le dises en mots, ou qu'on donne un choix de réponse, mais qu'à la place de faire ça, on a une attitude plus, ben là, je te l'ai dit plein de fois, là, tu le sais quand que je veux que tu parles. Ou que... Puis là, on voit que dans la relation, il y a comme quelque chose d'émotif qui rentre. Et là, l'enfant n'a plus envie de faire plaisir ou n'a plus envie de communiquer. Donc, je pense que c'est tous des éléments psychologiques autour de l'apprentissage du langage qui peut jouer effectivement sur l'estime de lui puis l'envie de communiquer de l'enfant aussi. Oui, parce que j'imagine, s'il se sent en situation d'échec à plusieurs reprises, ça peut même l'amener à se refermer là, sur lui-même, à ne plus avoir envie de le faire. Personne aime se mettre les deux pieds dans une situation où on présume que nous serons en échec. C'est tout à fait d'ailleurs normal. Caroline, j'aimerais savoir, pour notre tout petit, si par exemple les parents qui nous écoutent ont un enfant d'environ 18 mois, 2 ans, il ne babille pas, il ne fait pas il n'arrive pas à prononcer les premiers mots, par exemple papa, maman, du lait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on prend peut-être rendez-vous avec une orthophoniste? Est-ce qu'il y a d'autres professionnels également qui peuvent aider? Par exemple, je pense aux muscles faciaux. Est-ce qu'il y aurait des exercices qu'on peut faire? Est-ce que ça peut être aussi un manque de stimulus au niveau musculaire? Il y a beaucoup de questions et je vais essayer de toutes leur répondre. En fait, le babillage là, commence autour de 6 à 9 mois. Alors, si notre enfant, vers 18 mois, ne babille pas, oui, effectivement, on consulte, on va chercher de l'aide. Et là, c'est de savoir est-ce que c'est dû au fait qu'il y a une hyposensibilité, il ne ressent pas sa bouche, sa langue dans sa bouche. Là, à ce moment-là, ce serait plus une ergothérapeute là, qui pourrait entrer en ligne de compte, là, qui pourrait venir aider à ce moment-là. Mais comme je ne suis pas spécialisée en ergothérapie, je ne m'avancerai pas plus là-dedans. Mais je vous dirais, en premier lieu, consulter, ça peut être de s'informer au médecin lors du suivi annuel. Ça peut être de faire des démarches auprès d'une orthophoniste. Puis d'abord aussi de vérifier l'audition. Est-ce que l'enfant entend bien? Puis, je sais qu'il y a des tests de dépistage universel qui se font dans plusieurs hôpitaux du Québec maintenant. Je pense que ce n'est pas encore universel, mais je pense que ça se fait dans plusieurs hôpitaux. Mais ça se peut que l'enfant ait une surdité, même si le test n'a rien révélé finalement. Parce que les otites, hein? Parce que je sais que chez nous, lorsque les enfants ont les oreilles pleines de liquide avec les otites, souvent ils montent le volume ou ça peut amener certains retards aussi. Oui, c'est ça, parce qu'il y a du liquide derrière le tympan. On entend comme dans une piscine. C'est difficile de venir distinguer les sons et de venir les reproduire par la suite. Peut-être que l'enfant se construit une compréhension à partir de ce qu'il entend, là, de ce qu'il est capable de distinguer, mais c'est difficile de reproduire le modèle quand on l'entend pas super bien ou pas toujours de la même façon. Donc, puis tu sais, si je peux vous donner un barème, là, autour de 18 mois, l'enfant devrait produire environ 10 mots. Puis 10 mots, c'est pas nécessairement des mots complets, mais c'est des mots, par exemple, si pour lait, il dit toujours est, ben ça compte pour un mot. Donc, il a associé un son à un objet, à une signification. Par contre, s'il dit est pour tous les objets de la maison, ben là, ça ne compte pas pour un mot. Donc, c'est ça, notre barème de 10 mots là, est quand même important à 18 mois. Là. Et
justement, en ce qui a trait au langage, l'enfant vieillit et qu'il tente de faire des phrases, si on a l'impression vraiment là, qu'il mélange les mots ou que peut-être l'ordre, pour nous, ne semble pas faire de sens, est-ce que, justement, on en discute avec notre médecin de famille? Comment on devrait s'y prendre pour arriver peut-être à déceler ou à prévenir les difficultés qui pourraient arriver plus tard, justement, avant qu'il commence l'école? Bien, c'est d'abord de voir est-ce que l'enfant reprend le modèle. Si moi, je lui donne le bon modèle, puis si mon modèle est ajusté aussi à ce qu'il est capable de faire. Si, par exemple, mon enfant a autour de 2 ans, il fait des phrases de 2-3 mots, bien, mon modèle devrait être autour de ça, 2-3-4 mots. Je peux allonger un petit peu pour étoffer le modèle que je lui donne puis lui permettre d'allonger ses phrases. Mais si mon modèle à moi est de 10-12 mots, c'est comme impossible pour l'enfant de répéter, de m'imiter. Il n'y a pas cette capacité-là encore. Alors, c'est vraiment important là, de s'ajuster à l'enfant ce qu'il est capable de faire, puis d'aller juste un petit peu plus loin. Puis s'il reprend le modèle à ce moment-là, on continue. Puis s'il n'y a pas ou peu d'évolution ou même des fois des régressions, on peut voir ça aussi chez certains enfants, là, c'est important de consulter. Roxane, au niveau des émotions, au niveau de ce que l'enfant vit, est-ce que dans ta pratique, par exemple, tu as vu ça des enfants qui parfois, ça n'a pas du tout de lien avec le langage comme tel, mais avec ce qu'ils peuvent vivre dans d'autres facettes de leur vie, eh bien, ils viennent complètement là, couper cette facette-là de leur développement parce qu'ils ne veulent pas, par exemple, entrer en relation avec l'autre ou est-ce qu'il y a des situations auxquelles on devrait être plus justement attentif par rapport à la façon de notre enfant de communiquer par le langage? Oui, bien, souvent, les premiers pas sont faits plus, c'est ça, du côté ortho, s'assurer qu'il n'y a rien. Puis, à un moment donné, les pistes plus physiques ou les pistes de langage, on voit que c'est pas ça. Puis, c'est souvent dans ce contexte-là que les jeunes arrivent dans mon bureau. À partir de 4 ans, autour de, tu sais, entre 4 et 8, ça se passe beaucoup là. C'est quelque chose aussi qu'on voit des fois suite à un grand traumatisme, il y a un mutisme qui arrive et là, la personne ne parle simplement plus. Quand on est plus jeune, bon, c'est pas nécessairement un gros traumatisme, mais des fois, c'est justement une façon de dire « Hey, ça va pas », mais ils ont tellement peu de contrôle et peu de mots que de retirer le langage, ils viennent reprendre du contrôle et faire comme « Non, moi, je parle plus ». Des fois, c'est à la maison, ça se passe bien, mais en public ou à l'école, par exemple, ou à la garderie, dit aucun mot. L'éducatrice pense qu'il y a un trouble de langage, mais non, mais pourtant, à la maison, il parle super bien. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, souvent, on est plus dans des pistes psychologiques. Il faut vraiment le voir comme une espèce de réappropriation. C'est ça, ils n'ont pas le contrôle sur beaucoup de choses, mais ça, oui, je te réponds pas. Des fois, c'est des colères, des fois, c'est de l'anxiété en dessous de ça. C'est comme la pointe de l'iceberg qu'on voit, là. Fait qu'en psychologie, on va voir en dessous, OK, ben qu'est-ce que, puis j'aide l'enfant à mettre des mots ou à comprendre ce qui lui arrive parce que parfois, l'enfant lui-même comprend pas ce qui se passe exactement. Puis il y a un cas classique en psychologie où il y avait Françoise Zolto qui avait fait une consultation d'un enfant qui n'avait pas parlé depuis super longtemps. Puis à la fin de la rencontre, l'enfant aurait pris la main de sa mère et aurait dit « Ah, viens-t'en, on part, elle est vraiment pas bonne, la madame. » Mais c'était comme « Voilà, c'est réglé. » Ensuite, l'enfant a parlé. Tu sais. Fait que c'est juste un petit clin d'œil, mais pour expliquer que des fois, ça débloque très, très vite, même si ça peut paraître assez gros comme problématique. Je comprends. Et à l'inverse, lorsque nos enfants parlent beaucoup, chez moi, une phrase qui revient souvent, c'est « Tu m'as coupé la parole, je n'avais pas terminé ». Parfois, les enfants, particulièrement à l'heure du repas, c'est un beau moment de communion en famille, tout le monde a hâte de nous raconter sa journée. Avez-vous des trucs à nous donner justement pour le respect du tour de parole avec de jeunes enfants, là, 4, 5, 6, 7 ans, lorsqu'ils ont hâte de nous parler et là, un veut compléter la phrase de l'autre, puis ils finissent par parler en même temps et ça peut générer beaucoup de frustration. C'est vrai. Un bon truc qui peut aider, c'est d'y aller avec un objet qui est visuel. Fait que, si on est à table, ça peut être la salière, la poivrière qui se déplace. Donc, on voit bien parce que les enfants, justement, ont de la difficulté. Puis, c'est pas facile non plus de savoir quand prendre notre tour dans la parole. Les études ont démontré que quand il y a une pause d'environ 2-3 secondes, on en comprend que ça peut être un bon moment pour prendre la parole, mais les enfants sont justement en apprentissage, en exploration de ça, de toutes les règles sociales qui sont très implicites aussi. On n'a pas de...
c'est ça, c'est très implicite, donc il faut se pratiquer, il faut vivre un peu des conflits aussi pour le pratiquer. Et c'est ça. Je ne sais pas si Roxane a d'autres trucs, là, mais je sais que autant à l'école que dans les milieux avec les plus petits, là, d'avoir un objet visuel, là, ça peut être un bâton de parole qu'on appelle souvent là, à la garderie ou en milieu scolaire, là, mais ça aide les enfants à cibler c'est à qui le tour finalement. Oui, tout à fait. Ben, j'abonde dans le même sens que toi. Puis je pense que des fois, comme adulte aussi, on a tendance peut-être à nous-mêmes pas finir d'écouter notre chum ou notre plus vieux pour répondre à l'autre. Et fait que je pense que encore une fois, de le conscientiser, puis faire juste comme 1 minute, je te reviens, prendre le temps de finir notre phrase, puis ensuite aller à la personne pour, comme c'était dit, ils sont en apprentissage. Et de l'attention, les enfants en prendraient à l'infini. Et à un moment donné, à un certain âge, c'est bien de comprendre leur apprendre ces codes sociaux-là. C'est-à-dire, ça ne sera pas long, mais que nous, après, on y pense. Bon, qu'est-ce que tu voulais me dire ou d'aller le finir? Puis là, l'enfant comprend, OK, même si je ne le dis pas immédiatement, ça va venir quand même, mon tour va arriver. Donc, des fois, c'est des petits gestes comme ça, puis de se permettre nous-mêmes de leur mettre un petit stop, là, sans les ignorer complètement. Parce que des fois, quand on les ignore, c'est pire. Puis là, mais maman, tu sais, puis là, ça finit en chicane finalement. Oui, et surtout de ne pas les oublier parce que parfois, Exact. ce n'est pas volontaire, mais il suffit de l'oublier une fois et par la suite, ils ne veulent plus attendre parce qu'ils se disent « Elle m'a oublié la dernière fois, alors cette fois-ci, je prends mon tour de parole et clairement, je ne laisse pas ma place. » Et en terminant, là, une idée qui me vient spontanément, lorsque je pense au langage, je pense inévitablement aux langues. Est-ce une bonne idée chez nos tout-petits qui sont des éponges, déjà de les exposer, par exemple, au français, à l'anglais, à l'espagnol? Prenons un cas type, là, une famille francophone où la langue maternelle, c'est le français. Écoutez, par exemple, la télévision ou un film en anglais. Est-ce une bonne idée dans le 0-5 ans? Oui, ben en fait, ça dépend des familles. C'est sûr que pour l'apprentissage d'une langue, une langue seconde, par exemple, ce qui est le plus efficace, c'est sûr qu'il faut regarder en fait l'interlocuteur. Quand on est devant la télévision, ben l'enfant fait juste recevoir de l'information, mais il n'est pas en interaction, il n'est pas en train de pratiquer. Comparativement à si, mettons, maman parle français, papa parle anglais à la maison, alors là, il peut interagir dans les deux langues. Et ce qu'il faut regarder aussi, c'est le temps d'exposition. S'il est exposé 10 à une langue puis 90 à une autre, c'est sûr que le développement des langues ne se fera pas de la même façon. Donc, je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée d'exposer les enfants, par exemple, à l'anglais via la télévision, mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils apprennent la langue puis à ce qu'ils la maîtrisent? Ça se fait dans l'interaction, vraiment, avec un interlocuteur qui maîtrise bien la langue aussi. Oui, donc on peut le faire, mais il ne faut pas nécessairement avoir de grandes attentes en lien avec ça et qu'ils puissent nous faire des phrases en anglais parce qu'ils ont écouté quelques émissions, là. Mais Roxane, en terminant, au niveau cérébral, on le sait, nos enfants, ce sont des éponges. Est-ce que quand même ça vient donner une certaine musicalité de la langue ou à l'inverse, certains ont peur, par exemple, de les mélanger? Est-ce que c'est une fausse croyance? Bien, en fait, c'est un peu, pas du cas par cas, mais presque dans le sens où les conditions favorables pour le cerveau des tout-petits, on en parle souvent, mais c'est de ne pas baigner dans le cortisol. Donc, de ne pas être dans le stress, de pas... Fait que si on s'en fait un objectif rigide, puis là, ça y est, je lui réponds en anglais, même si je parle français, ou peu importe, et que là, ça vient jouer dans le stress ou l'estime, où l'enfant se sent en échec, où lui, il n'a pas le goût aujourd'hui d'écouter son émission en anglais, il aurait le goût d'un autre. Je pense que c'est là où il faut de la souplesse, en fait, parce que ça peut être une très belle fenêtre d'opportunité, mais en respectant, puis Caroline le mentionnait bien, c'est dans l'interaction que ça se passe. Donc, de dire, ben, hey, OK, tu sais toutes tes couleurs, on les essaye-tu en anglais? Tu sais, te souviens-tu d'eux? Puis ça peut être des belles, tu sais, on sème des graines comme ça, sans avoir comme objectif, vos enfants pourront être bilingues, trilingues, même s'ils n'ont pas commencé là, à 18 mois à parler en espagnol. Oui. Donc, on s'enlève un petit peu de pression en tant que parent. Et on le sait, c'est comme le reste, hein? Ils apprennent beaucoup mieux dans le jeu et dans le plaisir qu'avec la pression. Merci beaucoup, mesdames. Pour le segment coup de cœur, je tenais à vous parler chiffres.
Lorsque notre enfant apprend à parler, souvent on va mettre l'emphase sur les mots, les lettres, les sons, mais qu'en est-il des chiffres? Eh bien, j'en discute aujourd'hui avec Laurie Boisvert, qui est bachelière en psychoéducation, coach familial et qui est également membre du réseau Nanny Secours. Bonjour Laurie. Bonjour. En quoi c'est judicieux, voire même important, d'apprendre rapidement à nos enfants à jouer avec les chiffres? C'est assez important parce que ça peut avoir un impact sur tous les apprentissages au niveau scolaire. Très tôt, sans même être stimulés, les enfants vont quand même être en mesure d'apprendre certaines notions au niveau mathématique. Ils vont être témoins un peu de ce qu'on fait et de leur environnement, puis ça va s'intégrer quand même. Par contre, les enfants qui ont de grandes capacités au niveau mathématique, on s'entend pour des enfants, vont être en mesure là, d'avoir de meilleures capacités à l'école. Donc, l'enfant qui a des bonnes capacités mathématiques, à la maternelle, là, on est déjà capable de prévoir sa réussite scolaire. Oh oui, autant que ça. Oui, l'enfant qui a des bonnes capacités mathématiques, généralement aussi a des bonnes habiletés au niveau de la lecture, au niveau de l'écriture, puis au niveau des sciences. Donc, ça lui donne vraiment un bout de chemin supplémentaire là, sur d'autres enfants qui n'auraient pas ces compétences-là. Mais sans se mettre nécessairement une pression, est-ce qu'on peut se dire qu'à la maison, tout est prétexte à compter? Par exemple, je ne sais pas, en revenant de l'épicerie, est-ce qu'on peut décider de compter le nombre de pommes qu'on a achetées, des choses comme ça? Oh oui, tout à fait. Hein. On n'est pas obligé de stimuler avec des activités structurées. C'est sûr que ça peut être aidant, mais de façon générale, là, on est toujours en contact avec les chiffres. On ne s'en rend pas toujours compte, mais bon, il y a des chiffres un peu partout. L'heure est affichée partout. On se promène sur la route, il y a les panneaux de signalisation. Bon, l'heure, on la voit justement sur les portes. On va voir des chiffres sur les boîtes d'aliments. On va être aussi en mesure de voir des chiffres. Donc, il suffit tout simplement d'amener les enfants à être conscients que les chiffres sont un peu partout. Donc, ça, c'est vraiment la base là, de les amener à reconnaître finalement les chiffres un peu partout. Et justement, moi, je me suis rendu compte à la maison que mes enfants, assez tôt, savaient compter jusqu'à 10, par exemple, mais ne savaient pas nécessairement les reconnaître visuellement parce que justement, on s'amusait à disposer des objets, mais pas nécessairement à les regarder. Donc, effectivement, ça peut être très intéressant. Et justement, ce balado s'adresse particulièrement aux parents d'enfants de 2 à 5 ans. À partir de quel âge ou de quel moment on peut commencer à se poser des questions si, par exemple, notre enfant compte 1, 2, 5, 8, 10 ou a l'impression de mélanger les chiffres? Est-ce que c'est trop jeune pour se poser des questions? Je pense qu'il y a quand même des étapes là, à prendre une à la fois. Donc, c'est pas grave si l'enfant, lorsqu'il rentre à l'école, ne connaît même pas ses chiffres. Hein. On sait que ce n'est pas un préalable. Certains parents vont penser que notre enfant doit compter jusqu'à 10 pour être capable de rentrer à l'école ou d'être au même niveau que les autres, mais c'est pas vrai. Le seul prérequis nécessaire pour entrer à la maternelle, là, c'est que l'enfant ait une certaine curiosité par rapport aux chiffres et aux mathématiques. Donc, on n'a pas à se mettre cette pression-là. À la fin de la maternelle, l'enfant devrait être en mesure de compter jusqu'à 10. Donc, ça, c'est une compétence là, qui va être évaluée. Fait qu'on n'a pas à se mettre cette pression-là vraiment. Mais très tôt, là, les enfants sont capables d'acquérir certaines compétences mathématiques. Pas nécessairement du point de vue du chiffre en tant que tel. La numératie, c'est vraiment beaucoup plus large que ça. On va penser à tout ce qui est compétences au niveau de mesurer des trucs, les comparer, d'être en mesure de s'orienter dans l'espace, de faire des hypothèses. Donc, c'est beaucoup plus large là, que le chiffre en tant que tel. Ah, j'aime ça. Donc, par exemple, on a des spaghettis qui sont coupés. On demande à l'enfant de déclasser du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit, peu importe. C'est englobé donc dans le concept de numératie. Oui, tout à fait, tout à fait. Okay, il y a beaucoup d'activités qu'on peut mettre en place pour pouvoir aider nos enfants comme ça. Et on va y aller aussi au niveau des poids. Hein. Donc, si je pense par exemple à la cuisine, hein, qui est une activité par excellence pour travailler justement la numératie, puis en plus qui est plaisante, on va être capable justement de mesurer des quantités, de mesurer des volumes, de comparer, de transvider, d'être en mesure aussi de peser certains aliments. Fait que c'est vraiment complet comme activité qu'on pourrait faire à la maison. Ouais. Et ce que j'aime,
c'est que l'enfant va apprendre via le jeu. Il n'aura pas nécessairement l'impression d'apprendre ou structurer dans un petit cahier, par exemple, où il doit recopier des chiffres et tout ça. On y va vraiment dans le jeu et on adapte notre quotidien. Mais d'ailleurs, j'aimerais savoir, est-ce que c'est trop tôt pour parler, par exemple, de valeur au niveau de l'argent, au niveau monétaire? On le sait, par exemple, pour Noël, pour leur fête, les enfants nous demandent des cadeaux. Est-ce qu'on devrait déjà inculquer cette notion-là de valeur ou d'argent, ou pour un enfant d'âge préscolaire, c'est trop tôt? Je dirais pas que c'est trop tôt. C'est peut-être plus difficile à comprendre parce que c'est un concept qui est assez abstrait. Par contre, à travers le jeu, justement, on peut être en mesure d'intégrer tranquillement la valeur des objets. Si, par exemple, on regarde dans un petit catalogue avec des jouets à l'intérieur, ben, on peut décider d'en découper certains et de les classer en fonction de leur valeur. Donc, on peut déjà introduire tranquillement cette notion-là. On peut aussi jouer au magasin et ça, je pense que c'est un hit pour tous les enfants. La fameuse caisse enregistreuse, hein, où ils nous font faire l'épicerie, puis là, ils aiment poinçonner les chiffres. Exactement, où on peut les laisser jouer avec une calculatrice, puis ils vont faire semblant de calculer le tout. On peut également se faire des petits billets à la maison et on peut s'échanger de l'argent contre un objet. Et là, on va être en mesure de voir justement lequel vaut un petit peu plus cher que l'autre, puis on peut donner certains arguments aussi. J'aime beaucoup ça. Et en terminant, est-ce toujours d'actualité de parler de tirelire? Je me souviens, lorsque j'étais toute petite, on m'a offert, moi j'avais une belle tortue dans laquelle je pouvais insérer des dollars en papier à l'époque à l'intérieur afin d'économiser. On le sait maintenant, même nous les adultes, hein, souvent on va payer avec une carte quelconque. Donc les enfants voient peut-être un petit peu moins d'argent sonnant, de sous. Est-ce que ça peut être intéressant justement d'amener ce concept-là de tirelire, d'économie, de sous, de valeur? Ça reste quand même intéressant justement pour l'enfant parce qu'on les amène à penser à ce que c'est de l'économie, à quoi ça peut servir l'argent, est-ce que ça peut être intéressant pour l'enfant d'économiser pour pouvoir se payer quelque chose qui est un peu plus onéreux. Donc oui, je pense que ça peut être bien. Et aussi de gérer un petit budget, ça peut être intéressant aussi à travailler tranquillement. Donc, si on est capable d'accumuler de l'argent, soit dans une tirelire ou de faire des dépôts réguliers à la caisse ou à la banque, bien déjà, l'enfant va développer cette notion-là de gestion de budget, là. Ah, j'aime beaucoup ça et justement, ça peut peut-être même lui amener des notions à d'autres niveaux. Par exemple, faire attention aux objets lorsqu'ils sont conscients que ces objets ont une valeur. Je me souviens, mon tout petit, vers 2 ans, 3 ans, me disait ah, mais je l'ai brisé, c'est pas grave, tu vas m'en acheter un autre. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. Maman, elle n'a pas les sous pour t'en acheter un autre. Donc, je trouve aussi que ça peut amener l'idée de prendre soin de nos choses, de désirer également nos choses lorsqu'elles sont plus dispendieuses, par exemple. Donc, ça peut amener beaucoup de notions ou de valeurs qui ne sont pas directement liées à l'argent, mais qui en font, qui l'englobent finalement. Oh oui, tout à fait. Merci beaucoup, Laurie, pour tes bons trucs. Que ce soit les lettres ou les chiffres, l'important, c'est d'avoir du plaisir, comme nous avons eu aujourd'hui avec Roxane Larocque, psychologue, Caroline Gendreau, orthophoniste, également Laurie Boisvert, bachelière en psychoéducation et coach familial pour Nanny Secours. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec votre entourage. Mon nom est Meggy Bélanger. Suivez mes réseaux sociaux afin de savoir les prochains sujets qui seront abordés dans ce balado, afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits.